Amis téléspectateurs, J'ai entendu ça aux infos. Les réseaux sociaux, on est très fiers. Alors il est 9h41, l'instant M, ça passe vite, mais ça va essayer d'en dire long ce matin. Merci d'être avec nous ce soir. c'est ça quand on est en direct. Vladimir Poutine est-il au cœur d'un nouvel ordre mondial ? Les centres névralgiques de la géostratégie mondiale se sont déplacés vers l'Est. Et tant qu'on lira l'antagonisme qui oppose les Russes et les Américains à l'aune des manuels d'histoire de la guerre froide, on n'y comprendra rien. Mon invité ce matin est donc coincé dans d'énormes embouteillages causés par la manif des VTC. Pas très loin de chez nous, là, pas très loin de la maison de la radio, à Paris. Il s'appelle Jean-Michel Carré. C'est une grande signature du documentaire français. Ce soir, France 2 diffusera à 23h sa troisième enquête consacrée à Vladimir Poutine. C'est du point de vue des Russes qu'il s'est placé pour expliquer l'impérialisme de leur président et c'est passionnant. L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter. France Info. Ouvrez l'info. Voilà, alors en attendant Jean-Michel Carré et en espérant qu'il arrive, on va feuilleter ensemble l'actualité des médias. Ça tombe bien, elle est très chargée ce matin. On va commencer avec nos confrères de France Info à la Maison de la Radio qui sont en grève aujourd'hui. Vous l'avez peut-être entendu sur leur antenne. Ils dénoncent le projet France Info qui réunit télé, radio et sites d'info et qui se déploie, selon eux, à la faveur de la version télévisée avec la création de journaux adaptés à la télé qui menacent le savoir-faire de la radio. Le tout sur fond de négociations non abouties sur la question du droit à l'image des journalistes concernés. Alors je vais vous dire, j'avais le choix entre croquer un oignon ou embrasser Mathieu Delambeau. Cette histoire a démarré à 19h10. Et sachez qu'à 19h10, j'avais déjà ma décision. Voilà, chronique d'une homophobie ordinaire selon l'AJL, l'association des journalistes LGBT, qui a tout bonnement relevé l'occurrence, la récurrence même, des remarques sexistes et homophobes en un mois de l'émission Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna, qui ne manque jamais de blaguer, vous le savez, sur l'homosexualité de son chroniqueur Mathieu Delormeau, dès l'instant où celui-ci prend la parole. Travail très précis à retrouver sur le site ajlgbt.info. Publication d'un rapport parlementaire sur la chaîne numéro 23 que le CSA avait, souvenez-vous, menacé de priver de fréquence l'année dernière. Nos élus tensent sévèrement le gendarme de l'audiovisuel, l'accusant de complaisance dès le départ du dossier. Alors à l'époque, ça n'était pas Olivier Schramek, c'était Michel Boyon qui présidait le CSA. Il est reproché à l'instance d'avoir accordé une fréquence sans garantie, sous influence et d'avoir ensuite fermé les yeux sur la composition du capital de cette chaîne. Les parlementaires de publier enfin une liste de mesures à prendre pour limiter la concentration des médias, taxer la revente de chaînes disposant de fréquences publiques et obliger les membres du CSA à rendre des comptes sur leurs obligations déontologiques. Enfin, une info maison. D'abord, je vous le dis, Jean-Michel Carré est arrivé. Bonjour Jean-Michel Carré. Ça va ? Vous vous êtes fait un peu peur ? Un peu, oui. Moi aussi. Même. Alors voilà, allez, j'en finis avec une petite info maison qui en dit long sur vos nouvelles façons d'écouter la radio. France Inter est la station la plus écoutée sur les supports numériques. 26 500 000 podcasts cette année. Plus 111% en un an et 24,5 millions de vidéos vues sur Facebook, Dailymotion ou Twitter. C'est la fin de ce journal des médias. Nous passons à l'interview de Jean-Michel Carré. Eh ben, le moral remonte, non ? Oui, ça va mieux. Je me sens mieux ici. Un peu essoufflé, mais ça va. Un peu essoufflé par les embouteillages. On vient d'écouter un extrait de votre documentaire qui sera diffusé ce soir à 23h sur France 2, 23h15 pour être précise. Poutine, le nouvel empire et surtout une analyse très détaillée de ce nouvel impérialisme. Votre film, Jean-Michel Carré, raconte en réalité la fin d'un monde unipolaire, la fin d'un universalisme à l'occidental. Vous le dites, terreau des injustices, des inégalités finalement, ferment de l'exclusion qui a poussé les populations vers le populisme. C'est la fin de ce que Bill Clinton appelait victorieusement la démocratie de marché. Je voudrais qu'on revienne ensemble au début de votre film qui est très intéressant. Nous, on mesure
mesure mal l'humiliation qu'ont vécu les Russes au moment de la chute du mur. Oui, c'était pour moi très indispensable à revenir, alors que j'avais fait d'autres films Oui. pour critiquer toute la politique intérieure de la Russie. Et puis Poutine, depuis 2012, sa réélection, d'un seul coup, est sorti un peu de son pays, avec l'Ukraine et puis surtout la Syrie. Et c'était toujours étonnant de voir pourquoi ce peuple, en même temps, pouvait aimer ce personnage, le soutenir, alors que c'est un lieu de non-droit, c'est une répression quand même très très forte, c'est pas de liberté de la presse. Et donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose. À chaque fois que j'allais là-bas, on me disait, mais en fait, vous pouvez pas faire de film sur la Russie parce que vous ne comprenez pas l'âme russe. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est l'âme russe? Et en fait, petit à petit, en parlant avec des gens extrêmement différents, je me suis aperçu qu'il y avait une histoire, en fait, très ancienne, qui venait de cette humiliation dont on parle jamais, notamment dans les pays occidentaux. Parce qu'en réalité, c'était une superpuissance, 340 millions d'habitants, et du jour au lendemain, c'est devenu un pays avec une population laissée pour compte. Et puis, vous le dites, avec les Américains et son général Goldman Sachs arrivant droit devant pour mettre la main sur les matières premières avec l'aide des oligarques. Oui, c'est ça qui est fou, c'est que en même temps, c'est pour ça qu'on parle de démocratie en Russie. Ils détestent la démocratie. Alors on se demande pourquoi. Parce que beaucoup viennent en France, le connaissent maintenant, ils peuvent. Et ben c'est cette situation, en effet, entre 90 et 2000, où, en effet, les Américains sont venus voir les Russes en disant, regardez, vous êtes un petit pays, vous êtes écrasés, vous êtes plus rien. Enfin, même c'est pas vous qui avez gagné la guerre, c'est les Américains. S'il n'y avait pas eu de front de l'Est, je veux dire, le débarquement aurait eu lieu peut-être 2-3 ans plus tard. Et là, ils ont pillé complètement ce pays, qui est devenu un pays qui a perdu 40% de pouvoir d'achat. Quand on dit aujourd'hui, on perd 5% dans un pays, tout le monde a peur. Et en fait, à partir de là, il y a eu une humiliation et un déni de la démocratie, et que ça arrivait fin 90, en effet, dans un pays tenu par la mafia, dépouillé. Ça, donc on comprend très bien, finalement, ce que les Russes plébiscitent en matière d'autorité du pouvoir chez Vladimir Poutine, mais également dans sa volonté de restaurer la fierté de la Grande Russie. Donc ça, on le comprend très bien. Ce que vous expliquez également et qui est très intéressant, c'est que finalement, il y a eu une période où Poutine a tendu la main à l'Europe, à l'OTAN et aux Américains, et qu'on lui a craché à la figure, et que de ça, on est très responsable finalement. Absolument. C'était, quand il est arrivé, ils ont dit, bon, de toute façon, voilà, maintenant, il n'y a plus la mafia, mais on va pouvoir faire des affaires. Donc Poutine voyait les investissements, voyait l'Europe, voyait même l'OTAN, ce qui était quand même pas évident, et il est allé vers eux. Et il s'est pris claque sur claque, quoi. Et quand même, il y a eu le 11 septembre, c'est le premier à parler, à soutenir les États-Unis. Alors, d'une manière un peu ambiguë, parce que lui venait quand même de lancer la guerre de Tchétchénie un an avant, ce qui lui a permis d'être au pouvoir, avec 200 000 morts. Mais il essayait de dire, bon, quand même, regardez, le terrorisme, nous on le connaît, vous l'avez eu, on peut travailler la main dans la main. Et tout de suite, il y a eu la guerre d'Irak. Et là, ça a été le début, en fait, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Plus les révolutions, dans les Pays-Bas, ouvertement soutenues par les Américains. George Bush annonçant crânement l'adhésion de 7 pays de ces anciennes républiques à l'OTAN, ce qui a été pris comme une provocation. Là, c'était une trahison totale. Une trahison et une provocation militaire. Qu'est-ce qu'on appelle le racisme ? Alors, le racisme, c'est un vieux truc qui date des années 20. C'est une sorte d'un côté les Slaves qui se retrouvent, une sorte de pays, de continent entre l'Europe et entre l'Asie. Et petit à petit, Poutine a remis ça au goût du jour en disant, c'est vrai qu'il y a justement cette âme russe, on a quelque chose de slave ensemble. Donc ça va de la Biélorussie au Kyrgyzstan. Oui, c'est ça, voilà. Avec un centre névralgique au Kazakhstan. Et l'idée, c'est de faire peser très lourd ce bloc. Oui. Et de l'orienter non plus vers l'Occident, mais vers l'Est, délibérément. Et c'est ça qui est vraiment le tournant de votre film, c'est cela. Oui, c'est-à-dire d'un seul coup, le rejet et les crachats à la figure, on peut dire, de l'Ouest vers la Russie, l'ont amené à se tourner vers l'Est, mais il ne faut pas oublier, il y a une peur quand même par rapport à la Chine. On a vu toutes les liaisons qu'il y a depuis quelques années avec la Chine, mais en même temps, les Russes ont peur, parce que la Chine, c'est une puissance énorme. Il y a la Sibérie, où il y a sûrement 200 millions de Chinois qui vont débarquer un jour.
Donc il fallait qu'il ait quelque chose à lui. Et donc cet eurasisme, pour lui, ça lui permet d'avoir un bloc quand même et de dire à l'Europe, vous voulez pas de moi, bah on va exister d'une autre manière. On refait en même temps une sorte de nouvelle URSS, mais pas d'une manière impérialiste, simplement d'une manière volontaire. Volontaire. Et puis on a des choses en commun. Alors vous dites l'Europe, vous voulez pas de nous. On va écouter un autre extrait de votre film. C'est Hélène Carrère d'Ancos qui analyse la haute responsabilité de l'Europe dans le dossier ukrainien. En 2014, l'Union européenne a traité avec l'Ukraine en disant « vous traitez avec nous, vous ne traiterez pas avec la Russie ». Ce qui était une déclaration de guerre. L'Union européenne a fait preuve d'une méconnaissance du problème abyssale. Et elle est très responsable. Je veux dire que les malheurs de l'Union européenne que l'on constate avec le Brexit, ils tiennent à ça, à son ignorance des peuples. C'est passionnant, Jean-Michel Carré. Oui, parce que c'est étonnant comment... Enfin, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des zones d'influence chez tous les grands pays. Et la Russie, parce que aussi elle était l'équivalent des États-Unis pendant la guerre froide, ça reste dans la tête de tous les Russes, cette fierté qu'ils avaient d'exister. Et ça, vous le racontez bien, hein, l'annexion de la Crimée, justement, dans le dossier ukrainien, ça a été le ferment d'une popularité quasi sans faille pour Vladimir Poutine en Russie. Totalement, alors que du côté de l'Occident, c'était une catastrophe, c'était une honte, c'était une annexion, c'était de l'impérialisme, tout ce qu'on veut. Et au niveau des Russes, c'était enfin, on retrouve notre Russie, parce que c'est là où ils allaient en vacances. Il y a des tas de romans qui sont écrits sur la Crimée. Pour eux, c'était évident. Et puis, il n'y a eu aucun mort. Enfin, je veux dire, ça s'est fait d'une manière... relativement douce. Relativement douce. Donc, mais à partir de là, on a fait... L'Occident a fait des blocages, a fait au niveau économique, c'était très dur. Et donc, ils n'ont pas compris, au niveau de des Russes, ils voyaient à nouveau l'ennemi américain, l'ennemi occidental, alors que pour eux, c'était quelque chose de très sentimental. Vous reconnaissez ça ? C'est-à-dire que justement, il y a menaces et sanctions de la part de l'Occident après l'annexion, vous vous dites bien d'ailleurs d'une hypocrisie totale, hein, parce que on a posé des embargos sur certaines choses, mais sûrement pas sur le gaz et les hydrocarbures. Plus on humilie Vladimir Poutine, plus il est soutenu par sa population. Ça, c'est une chanson qui dit « Allez-y, allez-y, allez-y avec vos sanctions, nous, on manque de rien ». C'est un type dans sa cuisine avec sa femme, ses enfants, et puis la table est pleine de trucs à bouffer. Donc voilà, donc ça galvanise en réalité derrière lui. La dernière partie de votre film explore, et ça, c'est relativement peu fait dans les analyses en France, le modèle de société que propose Poutine en matière de religion notamment, puisqu'il propose, dites-vous, une société multiculturelle, extrêmement tolérante, qui ouvre une grande place à l'islam, et ce qui lui permet là aussi de transformer totalement le rôle qu'il peut jouer dans les relations internationales, puisqu'il va, grâce à ça, se poser en intermédiaire avec le Moyen-Orient. Alors, la place de l'islam dans la société russe aujourd'hui? Alors, c'est très étonnant, parce que quand même, la Russie, c'est un pays qui a entre 18 et 20% de musulmans, et depuis toujours. Et même Poutine avait dit, mais même avant les années 1000, c'était les musulmans qui étaient avant en Russie. Donc, quelque part, on a affaire avec eux. Et c'est là où, d'ailleurs, on voit l'incompréhension même des partis d'extrême droite qui toujours se mettent Poutine comme vraiment un grand homme très fort et tout ça, et qui sont très proches d'eux. Vous voulez dire de nos partis d'extrême droite? De nos partis d'extrême droite, absolument. Et qui, en fait, par rapport à l'islam, alors non, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Et c'est d'autant plus passionnant que vous racontez bien comment, en une génération, ce pays qui était complètement athée est devenu un pays extrêmement religieux. C'est l'orthodoxie dans toute sa splendeur. C'est vraiment le deuxième pivot du pouvoir russe. Et là-dedans, on inaugure la grande mosquée de Moscou, et on offre une place prépondérante et un dialogue aux musulmans. Oui, essayons d'imaginer, nous, en France, par exemple, un président de la République inaugurant, parce que aussi ils auront mis de l'argent pour faire une énorme mosquée, quand même 10 000 places, en plein Paris. Je veux dire, c'est impensable. C'est impensable. Impensable. Et lui, il le fait, et c'est tout à fait normal. Et ça l'aide, en plus, comme vous le disiez, au niveau géostratégique, c'est-à-dire qu'il a une liaison avec les pays musulmans où il est très apprécié, très reconnu, parce qu'en effet, il est tolérant par rapport à ça. Alors, il est tolérant, et en même temps, vous dites bien, c'est un islam soumis à un État fort. D'où le fait que, justement, dans les pays arabes, il soutienne, lui, tous les régimes autoritaires
face à l'islam, à la menace de l'islam radical, selon lui. Oui, c'est là où il faut, pour moi c'était important, c'est de montrer qu'est-ce que c'était cette personnalité de Poutine, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête, quelle était sa mission. Je le disais depuis le premier film, qu'il a une mission, et c'est vrai qu'en même temps, il mélange et le tsarisme, et le stalinisme, et l'orthodoxie. Et avec tout ça, en même temps, il est très ouvert par rapport à l'islam, mais pour lui, c'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes à l'ONU, au Conseil de sécurité. C'est-à-dire, il dit la souveraineté des peuples. Alors, bien sûr, quand il y a un dictateur, nous, occidentaux, on dit il faut faire tomber ce dictateur. Le problème, c'est plutôt de dire c'est au peuple de lutter et de faire tomber leur dictateur. S'ils ne le font pas, il faut une stabilité. Et à partir de là, on travaille avec eux. S'ils nous demandent de les aider pour la stabilité, enfin la stabilité, c'est à leur peuple. Nous, on n'intervient pas au-delà. Donc c'est pas facile pour nous qui avons cet universalisme qui est philosophiquement très, très juste, mais vouloir l'imposer... Mais inopérant. C'est ce que vous montrez bien, c'est ce que vous montrez bien. Et de toute façon, vous montrez bien le champ des incompréhensions, finalement, et des malentendus entre l'Occident et les volontés et les discours poutiniens. Ceci dit, justement, la conclusion du film, c'est que oui, il y a un nouvel ordre mondial, et que oui, au centre de ce nouvel ordre mondial, et là, la Syrie, on est en plein dedans, montre à quel point Poutine pèse très lourd sur cet ordre mondial, et à quel point l'Occident s'est affaibli. Complètement. En fait, il a joué sur la faiblesse, l'incompréhension, les vœux pieux de l'Occident, qui dit bien sûr, on veut pas qu'il y ait des tueries, c'est vrai que c'est monstrueux ce qui est en train de se passer, mais en même temps, tout est parti de la guerre d'Irak depuis 2003. 1 million de morts, on l'oublie. C'est presque, c'est dans les poubelles de l'histoire. On oublie l'assassinat de Kadhafi, qui était en effet un dictateur, mais depuis, tout est cassé. Donc, Poutine a beau jeu de dire, regardez ce que vous avez fait. Et il le dit à l'ONU, en disant, mais est-ce que vous êtes responsable? Qu'est-ce que vous avez fait? Regardez. Et après, on pourra discuter. Et c'est étonnant qu'on n'arrive pas à avoir une discussion globale, une unité entre l'Occident et la Russie pour essayer de résoudre ces problèmes. Merci Jean-Michel Carré, on a réussi à la faire cette émission. Vous dégoulinez de transpiration. Et moi, je me suis fait un peu peur, mais c'était formidable de vous avoir. Poutine, le Nouvel Empire, France 2, 23h15. Bonjour Ali Rébéi. Bonjour Sonia de Villers. Ce matin, on se demande si le bio est si bon que ça pour la santé, qu'il s'agisse de saumon, de fruits, de légumes, de céréales. 01 45 24 7000.